présente en 2 secondes. Oui. Je dis un mot. Donc Jonas Illich, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui est un chirurgien du libéral qui est à Lyon, qui est à la clinique Natessia, et qui va vous parler aujourd'hui des vasostomies, donc dans les suites évidemment probablement de section de cordon chez des patients qui ont désiré être stérilisés, puis qui finalement regrettent. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. La vasostomie, c'est donc un moyen de recanalisation des canaux déférents après vasectomie. C'est un geste qui se pratique sous microscope chirurgical. Et donc on m'a demandé de présenter ça, car la demande augmente ces dernières années. Donc je vais bien sûr vous donner un peu le contexte, les options en cas de regret, et on va parler un peu de ma technique ou ce que j'utilise. J'ai rien inventé, mais on va voir comment on fonctionne, comment on a mis en place ça. Donc d'abord, la vasectomie en soi, la vasectomie c'est un moyen de contraception donc, qui augmente, la demande augmente énormément ces dernières années. Elle était quasiment absente jusqu'en 2015, puis depuis c'est exponentiel. Le nombre de vasectomies a dépassé le nombre de ligatures des trompes en 2022 et ça continue à monter. Donc en 2022, on était à plus de 30 000 vasectomies. Donc c'est un facteur x15 en quelques années et tous les praticiens qui sont ici, avec tous ceux dont je parle, voient ça dans leur cabinet. On a de nombreuses demandes par semaine de patients qui veulent avoir une vasectomie. Et d'ailleurs même les gynécos qui voient leurs patientes après grossesse ou qui revoient pour reprendre une contraception, très souvent motivent leurs patientes d'en parler à leur mari ou à leur compagnon pour justement plutôt envisager une vasectomie au lieu d'une ligature des trompes. La vasectomie reste encore rare en France, donc l'incidence est assez importante maintenant, mais la prévalence reste faible puisqu'on a pris du retard. Il y a des pays comme le Canada ou le Royaume-Uni où quasiment une personne sur 5 a eu recours à une vasectomie, un homme bien sûr. Et la France est encore tout en bas de la liste. Mais je pense qu'il y aura ce retard va être rattrapé. Tout ça veut dire qu'il y a aussi du coup plus de personnes qui regrettent et qui ont une vasectomie et qui souhaitent revenir en arrière. Alors les facteurs prédictifs sont différents, il y en a plusieurs. Classiquement, on pense à l'homme qui a eu sa vasectomie à 32 ans, qui a eu 2 enfants et qui après, dans une nouvelle relation, souhaite de nouveau avoir un 3e enfant ou un 4e enfant. Ça fait à peu près, en tout cas dans mes chiffres, ça fait à peu près la moitié des patients. C'est vraiment le patient jeune qui a eu des enfants un peu plus jeunes, 32 ans c'est pas si jeune que ça, mais en tout cas voilà, et qui se dit que c'est bon à partir de là, mais seulement la vie reprend continue et tout d'un coup il y a une envie d'un 2e enfant ou 3e enfant. La deuxième catégorie des patients c'est les couples fixes. On a pas mal de patients aussi de couples fixes, qui sont en couple fixe, qui ont leurs enfants, et qui tout d'un coup, après avoir donc 2-3 enfants, décident, en fait, un de plus, ça serait bien, et on a pris la décision trop tôt. Donc ça, c'est la plupart des patients. Je vois peu de patients qui n'ont pas d'enfants et qui regrettent. C'est un facteur, statistiquement, c'est un facteur de risque, évidemment, de dire j'ai pas eu d'enfant et à un moment ou à un autre, je change d'avis. Mais c'est pas la majorité. La plupart des patients qui viennent, c'est ce que je disais juste avant. En France, ça c'est des statistiques qui sortaient du rapport EPIFAR qui a été publié en 2023, mais ça c'est vraiment des anciens chiffres. Vous voyez en haut, c'est le nombre de vasovasostomies par an en France. Et donc ça commence en 2010 jusqu'en 2017 et vous voyez qu'il y en a 12 et à la fin il y en a 19 par an. C'est vraiment pas grand chose. Ça a clairement changé ces dernières années parce que donc la vasectomie, le nombre de patients qui auront recours à une vasectomie augmente et bien forcément quelques années plus tard et bien le nombre de vasovasostomies ou de demandes de recanalisation augmente aussi. Donc il va falloir réfléchir à ce qu'on peut proposer à nos patients. 3 options. L'option de la vasovasostomie, la vasoépididymostomie ou après un parcours PMA.
le parcours PMA et bien sûr fonctionne, c'est bien. C'est évidemment beaucoup plus lourd à porter pour la compagne, puisque du coup il y a stimulation hormonale, ponction des ovaires, etc. etc. Ça c'est aussi d'ailleurs une des choses à prévenir aux patients quand ils viennent pour la vasectomie. Parce qu'on leur dit tous, conservez vos sécos, ou en tout cas renseignez-vous, regardez si vous souhaitez conserver vos sécos. Mais il faut aussi dire qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser le sperme qui après une fois est congelé au sécos si jamais on le regrette. Ça a un impact sur la compagne et donc il faut aussi que ça soit clair pour les patients. Et après, il y a donc les deux options chirurgicales qui, in fine, sont une seule option, c'est-à-dire de dire et on va recanaliser. Et la question est juste à quel niveau est-ce qu'on va recanaliser. La vasovasostomie fonctionne très très bien, surtout dans les premières années. La vasoépididymostomie, c'est plus aléatoire et beaucoup plus technique. Sur la vasovasostomie, donc je vais un peu me focaliser là-dessus. La vasoépididymostomie, c'est une rareté, surtout en France, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. La vasovasostomie, donc classiquement, elle est décrite en deux plans. Donc un plan interne et après un plan externe. C'est de la microchirurgie de haut vol, c'est extrêmement fin, c'est des fils qui font du 12-0 avec donc il faut pouvoir rapprocher les deux extrémités, les deux bords de façon vraiment sans aucune tension parce que ces fils ne tiennent rien. Et donc c'est techniquement vraiment très engageant. Il faut aussi avoir un microscope qui le permet. Alors les microscopes pour pouvoir faire ce premier plan interne, c'est des plans, il faut des grossissements qui sont à plus 12, plus 15, voire plus, pour vraiment pouvoir passer les fils. Après, il y a la technique de un plan, puisque bien sûr, il y a certains chirurgiens qui ont dit pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire les deux plans, est-ce que ça ne marche pas avec juste un plan? Et bien effectivement, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi, c'est plus court, l'intervention est plus courte. En soi, ça fonctionne aussi, on fait 6 à 8 points tout autour, on garde des fils qui sont assez fins, qui sont un peu moins fins que ceux qu'on a besoin pour les couches internes du canal, mais ça reste des fils qui sont quand même plutôt fins. Et après, il y a ce qu'on appelle la technique à deux plans modifiés ou un plan modifié, selon les auteurs, c'est de dire on fait 3 points en étoile qui permettent vraiment d'aligner en fait la lumière, et après on fait des points tout autour pour stabiliser le tout. Ça c'est ce que moi personnellement j'utilise parce que je trouve que ça marche très bien, ça me permet de m'assurer que vraiment tout est bien aligné, et c'est bien. Et là aussi, selon la littérature, il n'y a pas de différence en fait dans l'efficacité ou dans dans l'efficacité et dans les résultats. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'épididymostomie, vasoépididymostomie, ou très rarement, en tout cas en France, c'est difficile. C'est qu'en fait, l'idée, c'est de prendre, donc de sectionner, de faire un bord net, et de dire, en fait, on a vers la partie testiculaire du canal, il est oblitéré par des cicatrices, par des blowouts, des choses comme ça. Et donc, si on n'arrive pas à trouver du liquide séminal frais ou liquide séminal, du coup, à un moment, il va falloir se brancher sur l'épididyme. Se brancher sur l'épididyme, donc c'est encore plus fin que la vaso-vaso en deux couches. Et surtout, il faut le faire là aussi sans tension. En France, on a la fâcheuse tendance à faire des vasectomies à 2 incisions qui sont quasiment inguinoscrotales. Donc c'est des vasectomies qui sont souvent assez hautes. Et donc si on prend un bord net de la partie abdominale, on ne va jamais pouvoir la descendre jusqu'à l'épididyme. Donc ça fonctionne si quelqu'un a eu sa vasectomie beaucoup plus basse, généralement plutôt par une intervention, par une incision centrale, ou donc les versions mini-invasives qui sont donc les vasectomies dites sans bistouri. Qu'est-ce qu'on a besoin pour une vasovasostomie? Ça, c'est à peu près la liste des instruments que j'ai quand je le fais. On peut bien sûr varier sur certaines choses. Il faut une petite boîte de petites chires, j'avais ça comme ça. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir les bourses. Des instruments après, donc microchirurgicales. Ah ouais, non, aussi moi j'utilise après mes outils de vasectomie, donc de vasectomie sans bistouri,
pour pouvoir fixer le canal déférent et pouvoir le dénuder juste à la zone qui est donc nécessaire. Donc j'utilise ces instruments, mais ça marche bien sûr aussi avec autre chose. Après, il faut des instruments microchirurgicaux avec donc des porte-aiguilles qui sont donc fins, des petits ciseaux. Et moi, j'utilise en plus une petite règle qu'on ne peut pas poser dessous, donc pour mieux visualiser et pour avoir un plan un peu dur et pas être dans du tissu testiculaire, de la bourse, des choses pour faire ces points. Il faut un microscope. Donc il faut qu'il puisse au moins aller à x12, mais on peut parfois aussi utiliser plus. La qualité du microscope est en soi importante. Le mien, il n'est pas très bon, c'est un ancien microscope, donc j'ai une profondeur de champ qui est un peu limitée, donc j'ai du mal à monter vraiment dans les grossissements. Donc je me limite à 8 à 12, entre 8 x 8 x 12. Et moi j'utilise donc un microscope coaxial, et parfois quand j'ai la chance qu'il n'y ait pas d'ophtalmo dans la clinique qui opère, je prends le gros de size, et ça c'est un vrai plaisir. Ça c'est bien sûr, c'est très très agréable à avoir parce qu'on est bien positionné, on n'est pas crispé, on a la pédale qui est libre au pied, on peut bouger, on peut focaliser, ça c'est vraiment très 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 agréable, et donc ils ont une profondeur de champ qui est parfaite. Le petit outil qui aide beaucoup, c'est l'approximateur. C'est des approximateurs qu'on utilise aussi en chirurgie vasculaire. C'est un petit instrument, je l'ai mis en haut à droite, donc ça permet donc de fixer le canal et les deux extrémités et de les rapprocher. Puis après, donc des fils en nylon, plutôt petite aiguille, plutôt aiguille ronde. J'utilise du 8 ou du 10-0. Donc, une fois qu'on a le patient, il est allongé, bien sûr anesthésie générale. L'intervention, c'est à peu près 1h30 d'intervention. Quand c'est un peu plus long, c'est 2 heures. Mais généralement, en 1h30, donc 3/4 d'heure par côté, c'est à peu près ce qu'on met pour une vaso-vaso. Moi, j'utilise quasiment que des incisions médioscrotales. Donc l'incision médioscrotale, si les bords sont proches, on peut rester sur une toute petite incision d'à peu près de 3 cm. Même 2 cm. Il y en a même qui ont montré qu'on pouvait, dans certains cas, le faire par une petite ouverture, comme pour une vasectomie sans bistouri. C'est un peu plus sport, mais en soi, le système est le même. Si on arrive à ressortir la boucle qui est touchée, on peut le faire par une petite ouverture. Puis après, on libère les canaux, on essaye de faire attention à la vascularisation, de ne pas trop cautériser, mais tout de même d'avoir quand même pas trop de sang qui coule et qui nous gâche la vue. Et on va sectionner le canal, donc de part et d'autre de la zone de résection. Et ça permet donc après de vérifier la perméabilité du côté abdominal. Là du coup j'utilise un petit fil non tressé et je le fais glisser à l'intérieur pour voir qu'il n'y ait pas de blocage à un endroit. Et de l'autre côté, on voit, on regarde, est-ce qu'il y a du liquide séminal qui s'écoule, et la qualité du liquide séminal. Si c'est tout jaune, tout vieux, c'est pas suffisant. Généralement, il y a un petit flush comme ça de vieux liquide qui s'évacue, et après, il y a des choses plus liquides, plus claires qui arrivent. Et ça, c'est de très bons pronostics. Si on a ça, c'est de très bons pronostics pour la suite. Et puis après, on pose les points. Donc, encore une fois, en implant modifié. Donc les résultats de la vasovasostomie. Les résultats sont extrêmement bons, ils sont meilleurs qu'on dit comme ça ou qu'on entend souvent. C'est-à-dire qu'on a la perméabilité, la reperméation, on a des taux autour de 80-90%, surtout quand on s'y prend dans les 5 premières années après une vasectomie. À 10 ans, on est encore à 70% de réussite. Là où les choses changent un petit peu, c'est les taux de grossesse. C'est-à-dire que le taux de grossesse n'est pas le taux de perméabilité. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs facteurs en fait qui vont jouer, et ces facteurs qui jouent, c'est bien sûr le désir de grossesse. Est-ce qu'il est encore présent après? Est-ce que le patient l'a fait pour un désir de grossesse, ou juste parce qu'il le sentait comme ça, parce qu'il avait de regrets autres? Parce qu'il y a aussi bien sûr des histoires d'image de soi, pourquoi les patients reviennent parfois. Il y a la fertilité de la compagne qui va être un jeu, qui va avoir une influence.
Et donc tout ça fait que le taux de grossesse baisse fortement par rapport par rapport à la réussite d'avoir du sperme dans le liquide séminal. Il y a aussi la fertilité avant la vasectomie. Souvent, les patients ne sont pas tous, quasiment pas, ou quasiment aucun, va au sécos. La plupart, on leur propose, mais beaucoup n'y vont pas. Donc on ne sait pas comment était réellement la qualité du sperme avant la vasectomie. Et donc quelques années après, est-ce qu'il a pris un coup, qu'est-ce qu'il en est? Et du coup, on n'a pas toujours des spermogrammes de très bonne qualité. Il y a aussi quelques échecs tardifs qui sont autour de 3 à 5%. Donc, qu'est-ce qui va déterminer tout ça? C'est donc le délai à moins de 10 ans, c'est l'âge de la partenaire évidemment aussi pour la fertilité. C'est le liquide dont je vous parlais. Un granulome spermatique à l'examen clinique, si on palpe et qu'on en sent un granulome spermatique, déjà ça rend l'intervention plus facile parce qu'on peut mieux cibler bien sûr l'endroit qu'on veut exposer. Mais c'est aussi un signe qu'il y a du liquide séminal qui est à un moment en tout cas arrivé jusque cet endroit-là pour avoir formé ce granulome. Et après, on parle aussi des anticorps. Alors, les anticorps, ils existent, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Le rôle est discuté parce qu'on a beaucoup de grossesses qui arrivent, alors même que les patients ont ces anticorps. Et que si on prend tous les facteurs dans les études, si on reprend tous les facteurs de risque d'un échec, l'âge de la partenaire et les autres facteurs en haut, les déterminants majeurs, ils sont beaucoup plus importants que la présence des anticorps, donc on ne les teste pas. Quelques trucs et astuces, j'en ai déjà dit quelques-uns, c'est de dire, d'abord on fait bien sûr un bon examen clinique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut palper les canaux. Il y a une chose, si on est en consultation et qu'on voit que le gap, que la distance entre les segments est trop large, et bien là aussi on va pas se lancer dans une vasectomie, dans une recanalisation. Il faut bien régler son microscope. On fait bien sûr une échographie testiculaire avant pour voir qu'il n'y ait pas d'autres pathologies. On peut donc aussi voir s'il y a une dilatation épididymaire. On peut contrôler la FSH. Certains recommandent, c'est un peu discuté, la question de savoir est-ce qu'il y a des signes d'hypofertilité avant même de se lancer dans l'intervention. Et après, il y a des petits gestes là que j'ai marqués, donc qu'on peut rincer avec des petits cathlons, utiliser vraiment des instruments fins pour l'intervention. Donc au total, la recanalisation, elle fonctionne très très bien. On peut s'y mettre, il faut seulement avoir les instruments et prendre bien sûr un peu le temps de l'apprendre. La microchirurgie en soi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Si on sait faire de la cellio, on sait a priori aussi à un moment ou à un autre, on pourrait aussi faire de la microchirurgie. Il faut avoir le microscope, il faut avoir l'instrument, il faut avoir la volonté de le faire. Et donc aussi pour avoir une bonne, on dit bien sûr aussi, comme tout, si on en fait plus, on est meilleur. Donc il faut quand même aussi avoir un peu de patientèle qui permet de le faire. Mais en soi, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on pourrait faire. Et après, l'autre chose, c'est que vraiment penser aux vasectomies. C'est-à-dire que la qualité de la vasectomie, de ça va dépendre aussi la possibilité de recanaliser. Si vous faites des vasectomies avec encore des résections de plusieurs centimètres, eh ben, vous enlevez toute chance de recanalisation derrière. La vasectomie sans bistouri, dite sans bistouri mini-invasive par une seule incision au centre des bourses, ça permet d'avoir des zones de section qui sont bien atteignables, qui ne sont pas à distance, qui sont proches l'une de l'autre et qui permettent d'avoir une bonne recanalisation si vraiment le patient le veut. Merci.